Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba Hotel les managers Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Élection au Sénégal, quelles leçons tirées pour la République démocratique du Congo? Propos du cardinal Ambongo lors de l'homélie pascale, propos du secrétaire général Augustin Kabouya, gestion des réseaux sociaux ou régulation des réseaux sociaux, formation du gouvernement, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Entre les lignes. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. On ne le reçoit pas chaque jour, le président du CESAC, Christian Bossembe, nous fait l'honneur. Bienvenue, président. Merci beaucoup, cher Dan. Comment allez-vous? Ça va bien, président. On vous a vu prendre des décisions, président. Une décision que vous avez prise qui a créé une grosse polémique. D'abord, c'est ce refus aux médias, d'abord de diffuser, de relayer les informations des rebelles du M23 et même certains journalistes, vous leur avez interdit avec une menace sévère pour dire ceux qui vont oser risquent de subir le même sort que les rebelles, que ce que peuvent subir les rebelles. Alors, président, dites-nous, est-ce que c'est le rôle du CESAC de faire cela? Alors d'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte. Vous parlez là, vous faites allusion au tweet que vous avez du président du CESAC, oui. Qui ne lit pas forcément le CESAC. Mais par contre, la décision du CESAC ne menace pas. Une institution d'appui à la démocratie ne menace pas. Mais on peut mettre en garde. La portée sémantique de ces deux concepts est, à mon avis, à souligner. Nous ne menaçons pas. Mais nous mettons en garde. La différence, c'est les détails. D'accord. Alors, et donc, le rôle de la régulation, comme vous entendez le terme, c'est réguler. Réguler, c'est anticiper dans l'organisation. C'est organiser des sortes de ne pas avoir de problème dans le futur. Ça veut dire que nous, au niveau de la régulation, nous voyons pas comme tout le monde. Nous sommes arbitres. On ne joue pas. On est arbitre. Nous pouvons voir les règles du jeu. C'est nous qui avons les règles du jeu. Et c'est nous qui savons exactement comment ça se passe. Donc, quand on fait une lecture de la situation globale, vous vous rendrez compte que nous ne sommes pas en très bonne position. Le pays, nous traversons une situation extrêmement difficile puisque c'est une situation post-électorale, d'abord. Et ensuite, nous avons un réel problème, c'est le problème de l'agression. Le pays est agressé par le Rwanda. Le Rwanda est mené depuis plusieurs années par M. Kagame qui a une politique, excusez-moi du peu, rétrograde. Et on ne peut pas comprendre dans cet élan que les journalistes se donnent le plaisir de relayer à cœur joie toutes les informations du Rwanda comme si nous, on en avait vraiment besoin. Est-ce que c'est le rôle du CESAC d'interdire je veux dire, est-ce que c'est le rôle du CESAC de mettre en garde les journalistes pour dire qu'ils risquent une certaine peine? Alors, par exemple, encore une fois, interdire, c'est pas le terme du CESAC. Mais déconseiller, c'est notre terme. En fait, encore une fois, comme j'essaie de vous expliquer, ça veut dire que nous regardons selon notre loi et nos règlements. Nous essayons de veiller à ce que l'information que l'on donne à la population soit une information d'abord de qualité, mais surtout vérifiée. Alors, du moment où l'information n'est pas de qualité,
nous ne trouvons pas l'importance de permettre une information comme ça passer chez nous. Donc, le CESAC n'a pas défendu aux médias de traiter de l'affaire du Rwanda. Non, pas du tout. Nous n'avons pas non plus interdit aux médias de diffuser des informations relatives à la guerre, ainsi de suite. Non, seulement nous avons demandé aux médias d'éviter de faire l'apologie de la rébellion et l'apologie du crime ou de la violence. Nous avons dit ceci, que le média évite de donner de faire la lumière, sinon d'apporter plus de lumière à ce que font les terroristes du M23, et les mots sont bien réfléchis. Donc nous estimons que au Congo, par les temps qui courent, nous ne pouvons pas permettre qu'un média serve de béquille ou serve de haut-parleur à des rebelles qui ont refusé la voie démocratique et qui choisissent la dissidence, en fait même pas la dissidence, qui choisissent la rébellion et la terreur. Alors là, non. C'est pourquoi nous avons dit aux médias, pas question. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, que les journalistes s'organisent pour donner la parole aux terroristes, pour essayer de justifier la prise des armes. Non, on ne peut pas comprendre ça comme ça. Donc là, il n'y a aucune explication, il n'y a aucune déontologie, il n'y a rien qui peut nous faire comprendre cela. Est-ce que vous ne violez pas le droit d'accès à l'information, le droit d'informer reconnu par d'abord la Constitution et les codes de déontologie? Vous ne violez pas cela? Non, pas du tout, il faut lire la Constitution. La Constitution fixe les limites de ce droit à l'information, fixe les limites de la liberté, mais en exergue le champ d'application, sinon le champ de la compréhension de ce droit de l'information. Le droit de l'information, ce n'est pas la délinquance de l'information. Le droit de l'information, ce n'est pas la publicité de la rébellion, ce n'est pas non plus la prime à la violation de la sûreté nationale. Non, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Quand on est dans ma position de président d'une institution et surtout des régulateurs, je n'entends pas les choses comme vous et je ne le vois pas non plus comme vous. Vous êtes des acteurs directs, ça veut dire vous êtes des journalistes. Oui, je comprends que vous soyez jaloux de votre liberté, je comprends. Mais il est de notre devoir d'encadrer cette liberté-là. Parce que c'est nous qui sommes les juges de la liberté des médias. C'est nous qui regardons à partir de quand on viole la liberté. C'est nous qui avons ces lunettes pour voir ces choses. Parce que vous n'en avez pas. C'est un peu comme les joueurs qui jouent au football. Ce sont pas eux qui apprécient les fautes. Un joueur peut voir, il dit, mais l'arbitre a été très sévère. Mais la décision appartient à l'arbitre, puisque c'est lui le juge du jeu. Et nous sommes les juges de la liberté dans le média. Qui peut se tromper aussi, l'arbitre. Alors, ça arrive, c'est tout à fait normal qu'on se trompe. Mais l'avantage avec nous, c'est qu'une fois qu'on se trompe, on corrige. Et puis nous, en fait, c'est ça qu'aujourd'hui, la différence, c'est que c'est dans l'action. Nous ne tirons pas avant d'avoir ciblé. C'est pourquoi les gens disent parfois, vous avez réagi en retard. Parce que nous préférons réagir en retard, mais promptement, en fait, mais bien, que de réagir à la va-vite et se tromper. C'est-à-dire que nous ciblons avant de tirer. Nous regardons effectivement, est-ce que les droits ne sont pas violés? Est-ce que les libertés ne sont pas mises en jeu? Est-ce que nous ne sommes pas en train de museler? Parce que l'exercice difficile du régulateur aujourd'hui, c'est la juste mesure entre la régulation et le musellement. La frontière est fine. Comment vous régulez sans museler? Comment vous autorisez sans fracasser? Comment vous accordez des libertés sans finalement légitimer la faute ou légitimer l'erreur? Mais en même temps, comment vous sanctionnez sans briser? Et vous voyez, la tâche, elle est extrêmement difficile, elle est étroite, mais la question reste la même. C'est l'ordre et la discipline qui développent un État. L'ordre et la discipline qui développent un État. Président Christian Bossembe, est-ce que vous avez interdit aux médias, vous avez demandé aux médias de se référer uniquement aux sources officielles en ce qui concerne les informations liées à l'insécurité dans la partie Est? Alors, là aussi, il y a un autre problème. Je m'en vais expliquer rapidement la question. Nous n'avons pas demandé aux médias de se référer aux sources, seulement aux sources officielles. Non. Nous avons donné deux sens. Deux sens à ce qu'on a donné à se communiquer. Le premier, il est objectif. Le second, il est subjectif. L'objectif ici, c'est lequel? Parce que nous visons la qualité de l'information. Et la qualité d'une information est intimement liée
à la qualité de la source. Mais à cette notion de la qualité de la source, il faut ajouter la légitimité de la source. Ici, la légitimité de la source, ça ne veut pas dire le paternisme de la connaissance, mais ça veut tout simplement dire la véracité d'une information. Lorsque vous êtes au niveau de l'armée, lorsque l'armée vous donne une information, cette information, elle est sincère, elle est crédible, elle est officielle, et elle est dénuée de toutes sortes de sentiments négatifs. On ne peut pas s'imaginer que l'armée trompe. On ne peut pas s'imaginer, plus ou moins, dans le principe, on ne peut pas. Et même s'il arrive que l'armée trompe, c'est toujours pour une bonne raison, ce qu'on appelle des raisons d'État. Mais ce n'est pas ce que pensent vos collègues, pas vos collègues, pas certaines structures qui régulent, pas qui régulent, mais certaines structures de la presse également. Mais ils ne sont pas régulateurs, je comprends, ils peuvent se tromper. Ils ne sont pas régulateurs. Lorsque l'arbitre sort le carton rouge, tout le monde dit, mais pourquoi il a sorti le carton rouge? Mais il a les critériums pour sortir le carton rouge. C'est à lui que le jeu a confié la mission de sanctionner en rouge ou en jaune. Nous, c'est ça que nous sommes exactement, l'arbitre. Nous regardons. Quand on regarde nos lois, nous disons, ici on peut sanctionner. On peut aller dans ceci, on peut aller dans cela. Donc, si nous demandons aux médias, référez-vous aux sources officielles, c'est pour éviter qu'il y ait, c'est pour éviter, s'il vous plaît, cher Dan, c'est pour éviter la mésinformation, c'est pour éviter la désinformation, et c'est pour éviter d'offrir une autoroute aux fake news. Voilà pourquoi nous disons, référez-vous aux sources officielles. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous avons dit, au-delà des sources officielles, cherchez les professionnels de la question, ce qu'on appelle des experts. Les experts ont une licence. Ça veut dire qu'ils ont une permission de parler de quelque chose. Et cette permission n'est pas venue du fait qu'ils sont là. Non, cette permission est venue du fait qu'ils ont été sanctionnés par rapport à un parcours, par rapport à un cursus. Un ancien général, un militaire à la retraite, un expert de guerre, un expert sur les questions militaires, un expert en question de stratégie militaire. Voici des personnes qualifiées pour parler de l'armée sans état d'âme. Mais si vous avez des gens qui sont à la fois phytothérapeutes, tradipraticiens, docteurs en droit, journalistes chevronnés, journalistes engagés, je ne sais pas engagés dans quoi ou comment, mais si vous avez ces personnes qui connaissent tout, qui savent tout, mais qui ne font rien, mais alors c'est très compliqué. Et si c'est à eux que ça revient à la charge d'informer, mais c'est très compliqué. Cher Dan, vous savez, la société se désarticule lorsque la charge de décider revient au plus faible. C'est là où la société se désarticule. Et la société se meurt lorsque ceux qui n'ont pas qualité commencent à parler. Lorsque ceux qui commencent à parler n'ont pas la qualité, on est dans l'anarchie. C'est pourquoi il ne faut pas restreindre, il faut organiser la parole. Encore un élément, cher Dan. Les gens ne devraient pas trouver ça scandaleux, mais c'est normal. Tout le monde peut suivre la télévision. Mais tout le monde ne fait pas la télévision. La télévision est une affaire de professionnels pour les non-professionnels. C'est d'abord les pros qui comprennent la matière, qui comprennent la dangerosité d'une information et qui donnent à tout le monde. Mais si déjà au niveau de la source, il se pose un problème, mais dites-moi, comment les récepteurs, dans quel état vous allez mettre les récepteurs? Alors, comment expliquer que même les corporations internationales de la presse s'opposent à vos décisions? Récemment, c'était RSF qui était contre la décision que vous avez prise. En interne, c'est l'UNPC, c'est MILRDC, c'est la NEAP, c'est GED. Comment expliquez-vous que toutes ces structures, en interne et en externe, s'opposent aux décisions que vous avez prises? Est-ce que c'est elles qui ne comprennent pas les textes? Mais c'est clair. Oui. C'est clair, vous savez, cher Dan, il faut le dire. C'est dû à quoi? Je voudrais pas avoir sur moi, je voudrais pas avoir sur mon dos toutes ces corporations. Déjà, le peu que j'ai, c'est déjà assez compliqué. Mais je voudrais parler plus de ceux qui sont à l'extérieur. Oui. Ces organisations dont vous parlez, où sont-elles pour parler de la dictature du Rwanda depuis 1994? Où sont-elles? Ces organisations dont on parle là, où sont-elles pour parler de ce qui se passe en Ukraine? Pourquoi ils ne parlent pas de ce qui se passe en France? Pourquoi ne parlent-ils pas de ce qui se passe en Allemagne et en Europe? Pourquoi ils ne parlent pas? Ces organisations internationales, pourquoi ne parlent-elles pas lorsqu'il y a eu la restriction aux États-Unis avec le Patriot Act? Pourquoi ils ne parlent pas? Ils vont seulement parler quand il s'agit du Congo seulement? Quand on empêche les gens de parler sans aucune raison en Ouganda, ils n'en parlent pas. Là, ce n'est pas normal. C'est normal. Ça doit se faire comme ça. Et ça devient tout compliqué quand il s'agit de nous. Non. Le Congo, nous sommes un pays souverain.
Et je ne vous fais pas qu'un discours de souverainiste à la con, non. Mais je vous donne une image de ce que nous sommes exactement. Lorsque les organisations internationales estiment qu'il y a eu violation, mais là, le bon sens voudrait qu'on nous invite ou qu'ils s'approchent de nous. Je peux vous assurer qu'aucun média ne nous a appelés. Aucun. Aucun média. Mais aucun média, je mets quiconque à défi, aucun média nous a appelés. Ne serait-ce que pour savoir cette décision-là, comme aucun média. J'ai reçu personnellement un média allemand qui a appelé pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en était en fait. Et je crois à la RFI aussi un peu. Mais c'est limite, hein. C'est vraiment pas en profondeur quoi. Mais vous allez voir dans le traitement de leur information, combien ils donnent la parole à ceux qui pensent que nous sommes allés à l'encontre de libertés fondamentales et ainsi de suite. Donc nous comprenons tout de suite l'idée. Nous comprenons tout de suite l'idée. C'est quoi ici, l'idée c'est simple. L'idée c'est de montrer à la face du monde qu'il y a une volonté de museler. Parce qu'en réalité, les informations aussi scandaleuses que les gens diffusent, ça fait leur affaire. Nous, ça ne nous intéresse pas. Alors, quand on me parle comme ça, je voudrais bien qu'on me dise pourquoi les chaînes russes ne passent pas en France. Je voudrais qu'on me dise aussi ça. Je voudrais qu'on me dise pourquoi on a interdit aux chaînes françaises, aux chaînes russes d'émettre en France. Pourquoi? Si eux sont aussi démocratiques que ça, pourquoi ont-ils refusé aux autres de diffuser? S'ils sont-ils véritablement démocratiques? Non, le problème ici, c'est que lorsque vous n'avez plus le contrôle d'une situation, vous pensez que c'est fait contre vous. Pourtant, nous ne sommes pas une ONG. Le CESAC, ce n'est pas une ONG. Le CESAC, ce n'est pas une organisation des journalistes. Ce n'est pas une corporation des journalistes. Le CESAC est une institution d'appui à la démocratie qui a pour but de filtrer les informations pour permettre aux Congolais d'avoir la bonne information. D'accord. Voilà, donc Oui. c'est On a compris, on va Président, la régulation. Mais parlons un peu de l'actualité. Toujours dans le cadre de la régulation. Les propos de monsieur, de Sieur Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui, pour lui, la guerre dans l'Est est soutenue par l'ancien président Joseph Kabila. Est-ce que ces propos ne sont pas graves, ne sont pas de nature à dédouaner le Rwanda de Paul Kagame? Bon, je vais essayer de répondre à deux niveaux. En tant que régulateur, mais aussi en tant que citoyen normal. Oui. Alors, je commence d'abord par en tant que citoyen. Mais la logique, elle est plutôt simple. On ne dédouane pas le Rwanda. Le Rwanda reste dans la chaîne de commandement. Quand les gens parlent de... disons, on disculpe le Rwanda. Non, on ne disculpe pas le Rwanda, ça reste dans la chaîne. Mais seulement on épingle ceux qui font partie de la chaîne. Encore une fois, je n'atteste pas la thèse du secrétaire général de l'UDPS, il est le responsable de ses propres mots. J'essaie simplement de comprendre en tant que citoyen. Mais un autre élément aussi important c'est que nous, en tant que régulateurs, les discours politiques ne nous concernent pas. Mais c'est quand ça passe dans les médias que ça nous concerne. À ce moment-là, nous pouvons appeler les médias pour dire, écoutez, attention, calmez-vous, ça va dans un mauvais sens. Il faudrait éviter les discours séparatistes, il faut éviter les discours qui nous opposent, parce que nous avons besoin de la cohésion nationale. Et d'ailleurs, au courant de cette année, nous allons organiser un forum national sur la cohésion nationale. Permettez la tautologie. Donc, ça sera un forum national sur la cohésion. Et pour avoir une cohésion, vous devez avoir un discours qui vous met ensemble, pas un discours qui vous déchire. Il faudrait qu'on arrive à se regarder comme des frères. Oui. Voyez-vous? Exactement. Donc, moi, je pense que c'est cela. Mais alors, est-ce que il appartient au CESAC de juger la gravité de propos politiques tenus lors des meetings politiques? Mais quand ces propos passent dans les médias... là, ça nous concerne maintenant. Quand ça passe dans le média et que si l'idée est divisée, on rappelle à l'ordre. Nous l'avons fait avec les amis, disons avec les autres. Il y a des gouverneurs, il y a certaines autorités pendant les élections. Monsieur le Président, est-ce que ces propos ne sont pas de nature à porter un coup à la cohésion nationale? Ces propos de M. Augustin Kabouya. Bon, la cohésion nationale n'est pas définie en fonction des hommes, des individus, mais c'est plutôt en fonction des groupes d'individus. D'accord? C'est en fonction de groupes d'individus. Lorsque les groupes d'individus, ça veut dire les ethnies, les tribus, les clans, sont menacés par le discours de quelqu'un, en ce moment-là, ça nous concerne, on peut dire non, ça touche la cohésion nationale. Mais quand on attaque un individu, ancien président soit-il, ou président en fonction soit-il, ce n'est vraiment pas notre plus grand problème. Notre problème, c'est quand on attaque
une formation politique, une plateforme politique, un groupe d'individus, où là, ça commence un peu à nous déranger. Et comme je dis, en ce moment, nous prenons des décisions. Mais encore, entre la déclaration politique et la prise de décision du CISAC, il y a un temps. Le temps, c'est le temps de monitorer, le temps d'analyser, le temps de juger la question et le temps de rendre public. C'est pourquoi je vous avais dit, nous ne sommes pas pressés à prendre des décisions. Nous analysons chaque action. Le cas, par exemple, du CG, du secrétaire général, ses propos, il se peut, pendant qu'on est en train de parler ici, que la commission, notre service de monitoring, puisse monitorer la question. On va publier les conclusions plus tard. Donc, ce n'est pas... il faut peut-être qu'on soit un peu patient et on verra comment on fait. C'est comme ça qu'on fait pour tout le monde, en tout cas, pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Alors, les propos du cardinal Ambongo, qui était lors de l'homélie pascale, c'était en direct de la chaîne catholique. C'était en direct, on suivait la messe, il disait ses propos. Ailleurs, on a vu dans certains pays, quand un politique tient un discours qui frise, qui dérange, les médias ont tendance à couper le signal ou retirer la diffusion de... Est-ce que dans le cas des propos du cardinal Ambongo, on peut dire que les propos ont été de nature à légitimer la rébellion et que c'était possible que les CESAC puissent agir dans le sens de retirer le signal à la radio catholique? Oui. C'est possible qu'on retire le signal. C'est l'une de, disons, c'est parmi nos décisions que nous pouvons prendre. Mais en plein culte, oui, c'est possible. On l'a déjà fait d'ailleurs. On a suspendu certaines chaînes comme ça. Elles étaient en direct. Et nous avons estimé que c'était flagrant comme problème. Et puis on a retiré la chaîne. Mais dans ces cas-là, il faut le dire, il faut recontextualiser les choses. Le problème, c'est que du point de vue de régulation, la faute, c'est peut-être à la chaîne qui n'a pas pu comprendre le danger de propos du cardinal. La chaîne? La chaîne, oui. Parce que c'est la chaîne qui diffuse. Vous, à Congo Buzz, je pense que lorsque quelqu'un commence à sortir du cadre légal, vous coupez. Si vous ne coupez pas, vous mettez le bip sonore. Et le bip sonore empêche à ce que les propos tendancieux puissent passer. Oui. Mais malheureusement, nous avons tous constaté que la chaîne a laissé passer le propos dans son intégralité et a même profité à rediffuser la chose. Il y a un sérieux problème sur la question. D'abord, parce que le propos se tient pendant un culte. Et ça, le culte, ce n'est pas un endroit... sans donner des leçons à qui que ce soit, mais ce n'est pas l'endroit approprié pour passer des discours politiques. Sinon, le pape le ferait tous les jours. Il n'y a pas un catholique plus écouté au monde que le pape. Et il y a des atrocités dans le monde. Le pape n'en parle pas tous les jours. La mafia qu'il y a en Italie, le pape n'en parle pas tous les jours. La drogue qui se vend en Italie, le pape n'en parle pas tous les jours. Le taux de criminalité qu'il y a au Brésil, le cardinal du Brésil n'en parle pas tous les jours. Le cardinal de Bolivie ne parle pas de tous les crimes qu'il y a là-bas tous les jours. Mais cette façon systématique et systémique de revenir sur chaque question politique, à un moment donné, on peut se poser des questions. Est-ce que le cardinal devient-il politique ou il est ecclésiastique? Quoique le fait pour un prêtre de parler de la politique ne fait pas de lui un mauvais prêtre, parce que Christ, le plus grand prêtre lui-même, parlait politique. Mais il parlait plus amour que politique. Ce n'était pas systématiquement de la politique. Il ne ratait pas une occasion. Aujourd'hui, nous savons tous, lorsque le cardinal veut parler, on sait. S'il ne parle pas la politique dans l'introduction, il en parlera dans le développement, mais à la limite, il va conclure avec. Et ça, quand il parle de la politique, c'est à sens unique. Donc, comme si le pouvoir ne faisait absolument rien de bien et que tout était noir. Et c'est ce pessimisme criant qui devient parfois dangereux. Alors ça, c'est d'abord dans un point de vue global. Mais dans un point de vue, encore une fois, toujours de régulation, du fond de la pensée, un prêtre ne divise pas par ses propos. Mais les propos du cardinal, non seulement que ces propos sont dangereux, mais ces propos
peu recommandable. Mais qu'est-ce qui est de dangereux dans ce qu'il a dit exactement? Et aucune raison, noble soit-elle, ne peut justifier la pratique du mal. On ne peut pas, par le temps qui court, justifier la rébellion ou le terrorisme, comme c'est le cas. Je vous donne un exemple. Il a justifié le terrorisme. Bien sûr, je vous donne un exemple. Nous sommes aux États-Unis. Un monsieur visiblement détraqué est rentré dans une école maternelle, a tué tous les enfants, tous les élèves. Mais il y a eu des pasteurs, des prêtres qui sont là. Mais pourquoi aucun prêtre n'a justifié ces terrorismes-là? Tous sont condamnés cela. Tous sont condamnés. Nous avons vu avec Charlie Hebdo. Aucun, même vraiment aucun prêtre, aucun prêtre n'a justifié cet acte-là. Pourquoi au Congo, l'on doit chercher à justifier la prise des armes, là où on tue des gens? Peut-être que vous n'avez aucune idée de ce que c'est, cher Dan. Moi, j'ai vécu la guerre. Je fouille la guerre. Tout jeune, je fouille. De Goma, je suis passé par Sak, Massissi, Minova, Buunga, tous ces villages. Je les ai vus, non pas par tourisme, mais parce que je fouillais la guerre. Tout jeune. Alors quand quelqu'un essaie de justifier les rebelles, je me pose plusieurs questions sur... beaucoup de questions quand même. Donc on ne peut pas justifier la prise des armes. Parce que si tout le monde, à cause d'une petite frustration, on doit aller prendre des armes, mais ce pays ne marchera plus. Donc si moi je roule sur le boulevard, on m'arrête, on m'amène au poste de police et on me demande de payer, je suis fâché, je pars en guerre. Si j'achète une maison et que je tombe sur un escroc, on m'escroque la maison, je dois aller en guerre. Donc si aujourd'hui je postule et que je n'arrive pas à me faire élire ou réélire, dois-je aller en guerre? Alors c'est en ce moment-là qu'on est en train de désarticuler même notre pays. Et il faut comprendre, tout ce qui essaie de justifier cela, ça va être très, très compliqué. Dan, je veux dire un truc avant de vous donner mon point de vue final sur la question. Cher Dan, Mobutu a pris le pays par les armes. Vous savez? Et son pouvoir est tombé par les armes. Ça doit être compris comme ça. Kabila le père a pris le pouvoir par les armes. Et nous savons comment ça s'est terminé. Si dans ce pays, nous n'arrêtons pas de façon définitive avec le recours aux armes chaque fois pour justifier notre mécontentement, alors on va non seulement qu'on restera primitif, mais nous n'allons jamais nous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, ce monsieur Nanga, demain, ça sera un monsieur Floribert, un autre jour, ça sera un Jean Robert, et nous n'allons jamais nous en sortir. C'est pourquoi il faut que définitivement, que nous puissions tourner le dos à ces pratiques-là. La mauvaise gestion, elle est là, on peut bien la décrier, c'est très bien, mais restons à l'interne. Utilisons les armes conventionnelles à l'interne. C'est tout simplement ça. Parce que si nous voulons recourir à la force, rassurez-vous que la force appelle la force. Montesquieu dit ceci. Lorsqu'un empire se fonde par les armes, il a tendance à se protéger par les armes. Et moi, j'ai ajouté un élément. Il le perd souvent par les armes. Parce que la manière dont vous entrez au pouvoir, c'est la manière dont vous sortez du pouvoir. Il n'y a pas autre chose. Donc si nous commençons aujourd'hui à essayer de justifier le mal qui est fait, en disant non, il y a des frustrés, la mauvaise gouvernance. La réponse à la mauvaise gouvernance, ce n'est pas la rébellion. La réponse au détournement, ce n'est pas la rébellion. La réponse à tout ce que vous pouvez imaginer, à la gestion chaotique, ce n'est pas la rébellion. La rébellion est une mauvaise réponse à des bonnes questions. La rébellion est une mauvaise réponse à des bonnes questions. Président. Donc pour dire simplement que le propos n'était pas à sa place, à leur place, pardon. J'aurais bien voulu les propos du cardinal. J'aurais bien voulu que le cardinal réexplique sa question. Je crois que lui-même, quand il a suivi la vidéo, je pense qu'il s'est dit, je n'aurais pas dû dire ça. Et je ne pense même pas, je ne sais pas de justifier lui non plus ce qu'il a dit, mais je ne pense pas qu'il avait dit ça dans ce sens-là. Je ne pense pas. C'est les médias qui ont peut-être... Oui, justement, c'est lorsque c'est qui le dit déjà? Je crois que c'est le général Marc Arthur. Général Marc Arthur dit, c'est un grand général de l'armée américaine. Il dit ceci. L'homme sage n'attend pas... En fait, il dit, je vais paraphraser, il dit, l'homme sage ne se soucie pas de ce qu'il dit, mais il se préoccupe de ce que les autres comprennent. Ça veut dire que pour lui, qu'est-ce que les autres... La qualité du récepteur. Oui. Est-ce que le récepteur a bien réceptionné mon message? C'est ça le problème.
Mais, donc, quand on parle devant le public, nous devons nous poser des questions. Comment on me comprend? Là, on a compris, Voilà. Président. On a compris. Vous régulez plus apparemment les médias du type traditionnel, la télévision, TNT, Canal+. Vous êtes plus dans ça. Parfois, vous coupez même certaines chaînes, comme Oui. les chaînes du Rwanda. Oui. Mais nous avons un problème, c'est que il y a les réseaux sociaux. D'ailleurs, les logos derrière le montrent. Oui. Les réseaux sociaux. Les chaînes du Rwanda sont coupées, mais ces chaînes-là sont également sur les réseaux sociaux. Et elles sont, ces chaînes-là sont suivies sur les réseaux sociaux au Congo, en RDC. Est-ce que vous pensez que les décisions que vous avez prises sont efficaces, vives, étant donné que ces médias-là sont toujours suivis sur les réseaux sociaux aujourd'hui en RDC? Alors, il faut dire une chose. Le monde est... J'ai envie de dire, le monde se porte très mal avec les réseaux sociaux. D'un côté, c'est une très bonne innovation, mais de l'autre côté, cette démocratisation sans études, et ça nous a créé comme des problèmes. Il y a, c'est qui le dit encore, je pense que c'est, son nom viendra, c'est Umberto, je pense. Il dit, je paraphrase encore, les réseaux sociaux ou l'Internet a donné la parole à des hommes et des femmes qui autrefois ne causaient pas de problèmes dans la collectivité parce qu'ils parlaient dans les bars et dans les terrasses et ça s'arrêtait là. Mais les réseaux sociaux, l'Internet a donné la parole à ces gens-là. Aujourd'hui, ils ont la même parole, le même temps de parole qu'un prix Nobel. Donc, j'essaie de paraphraser. C'est pour dire que les réseaux sociaux ont ouvert une certaine, à un monde beaucoup plus compliqué qu'avant, qu'on ne peut plus gérer convenablement. Parce qu'à partir de mon téléphone, les réseaux sociaux ont tout changé. Même la notion du journalisme, nous entêtons au Congo, mais la notion du journalisme va radicalement changer. Parce que hier, pour parler, il fallait être journaliste. Aujourd'hui, pour parler, on n'a pas besoin d'être journaliste. On a simplement besoin d'avoir une caméra et on ouvre et on dit des choses. Vrai ou faux, ça passe. Voyez-vous? Mais maintenant, nous, au CESAC, c'est quoi notre but en réalité? D'abord, nous trouvons une loi depuis 2011. 2011, il n'y a pas TikTok. 2011, il n'y a pas Instagram, si je ne me trompe pas. Ou sinon, ce n'est pas encore dans cette... ça n'a pas cette ampleur. 2011, c'est à peine Facebook qui vient d'arriver et on ne maîtrise pas convenablement cette histoire. Mais aujourd'hui, il y a tous ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, pas seulement les réseaux sociaux, il y a l'intelligence artificielle. On a un autre combat. On a un autre combat qui nous attend demain. Ça va être le combat de l'intelligence artificielle. Où on n'aura plus besoin de Dan pour faire le journal. Oui. On n'aura plus besoin de M. Bossemé pour réguler. Ça va être la machine. Ça sera l'ordinateur. Ça sera l'application. Alors, comment vous allez réguler comment nous allons arriver à réguler des personnes qui n'existent pas? Des personnes numériques. Parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est un programme. C'est une application qui parle. Et si l'application commet une faute, qui sera le responsable? Et tout ça, c'est à étudier dans un droit beaucoup plus révolutionnaire, c'est le droit du numérique. Autrefois, c'était le droit conventionnel qui était les derniers droits. Mais là, nous n'avons plus. Le droit du numérique vient de détrôner le droit conventionnel. Aujourd'hui, on a un droit plus récent, le droit du numérique, qu'il faut apprendre, qu'il faut étudier, qu'il faut maîtriser, qu'il faut comprendre, puisqu'il y a beaucoup de rouages. Et c'est un droit avec une vitesse de mutation, vous n'avez aucune idée. Donc vous n'avez pas toute la maîtrise Non, ça veut dire que nous sommes en train d'évoluer. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui. On est en train d'évoluer, cher Dan. Je vais vous donner un exemple simple. Regardez en Chine. Les algorithmes qui sont mis en exergue en Chine ne sont pas les mêmes algorithmes qu'on a ici chez nous. Je vous donne un exemple simple. En Chine, par exemple, pour le moins de 18 ans à la limite, ils n'ont que droit à 40 minutes de temps de connexion de TikTok. 40 minutes seulement. Il y en a, ça va vers 1 heure, mais ça reste comme ça. Après, c'est fini. Ça coupe. Et c'est là que si vous êtes seulement plus âgé, que vous avez droit à cela. Mais un autre élément fondamental, c'est que comment les gouvernements et comment les États pensent réseaux sociaux. Comment nous pensons aux réseaux sociaux. Au Congo, et bien dans certains pays africains, les réseaux sociaux sont là pour la drague et pour la blague. C'est pour la distraction. Ce n'est pas un outil de transformation des masses. Il faudrait qu'on intègre cette logique de la transformation des masses. Mais comment on transforme les masses avec les réseaux sociaux? Le gouvernement. Non, il faut fédérer les intelligences. Nous avons des experts en numérique ici au Congo. Ils sont là. Oui. Ils ont fait les études ailleurs. Il y en a même qui sont à l'étranger, qui sont prêts à revenir ici au pays pour essayer un peu de mettre de l'intelligence avec nous. Mais
Le problème, c'est que est-ce que nous sommes prêts à faire ces choses-là? Donc là, c'est le premier pan de la question. Oui. Mais maintenant, regardez, cher Dan. Lorsque vous allez en Chine, les réseaux sociaux comme TikTok et les autres servent à avoir de contenu constructif, de contenu d'éducation. Comment on fait des fusées, comment on fait voilà, quand quelqu'un tombe malade, comment on arrive Oui. au premier secours et tout ça. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, quand vous ouvrez TikTok, c'est pour voir les filles danser en déhanchant. Pratiquement, elles veulent toutes rester nues. Et si elles ne veulent pas rester nues, mais c'est des choses graves où la vie des gens, il n'y a plus de limites. Vous êtes impuissant face à ce phénomène, On n'est apparemment. pas impuissant. Seulement les mesures que nous devons prendre maintenant sont des mesures drastiques. Mais encore une fois, la question, sommes-nous prêts à l'accepter? Si déjà on prend une mesure en vous demandant, écoutez, s'il vous plaît, ne diffusez pas des informations négatives, allez voir les sources officielles, il y a toutes des conférences qui se font, les journalistes s'empressent pour dire non, c'est la liberté qui est menacée. Maintenant, quand Bossembe va dire aux gens, nous allons maintenant interdire le fait de danser nu sur les réseaux sociaux ou le fait que les filles dansent comme elles dansent là, mais les gens vont dire, ah mais c'est monsieur, qu'est-ce qu'il veut? C'est la dictature. Non, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. L'ordre et la discipline ont un coût. Et les coûts, c'est le sacrifice. Ce sacrifice, on appelle ça le prix du progrès. Donc, nous devons payer pour ça. Alors, pour la question de réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre planification dans la régulation des réseaux sociaux? Parce qu'on a l'impression que depuis que vous êtes là, il n'y a rien qui se fait. Ça fait plus d'une année que vous êtes là. Si. Ah, une année seulement. Hein, une année. Mon mandat, il est 4 ans. Il ne faut pas oublier. C'est ça. Mais vous avez fait quoi? Non, jusque-là, nous sommes en train d'étudier comment mettre terme à cela. Nous sommes en train de penser ceci. Si je peux le dévoiler en quelques mots. Oui. Nous pensons qu'il faut d'abord une vague de sensibilisation. Nous devons inviter ces jeunes TikTokers. Parce que, cher Dan, ces jeunes TikTokers ne sont pas que de méchants. C'est le produit du système. Oui. Ils sont produits du système. Nous devons les inviter, les avoir quelque part. On les amène dans un endroit et nous faisons 2 jours, 3 jours de formation. Nous leur disons ce que nous voulons qu'ils passent dans leur chaîne. Quand je dis nous voulons, ce n'est pas comme si on les imposait. Ce que nous leur montrons les avantages d'avoir des TikTok importants. Quand vous avez des jeunes gens qui ont 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, excusez-moi de le dire, ça va peut-être vous faire rire. Mais ce n'est pas 100 000 chiens. C'est 100 000 personnes qui suivent des gens comme ça. Alors lorsque votre pays, les influenceurs, sont les moins instruits de votre société, sont les personnes les plus basses de votre société, sont les prostituées, les renégats, les aventuriers, bref, des personnes à moralité douteuse. Si ce sont eux qui sont vos influenceurs, votre pays se meurt. Malheureusement, aujourd'hui, quand on pose à un petit Chinois la question, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Il te dit qu'il veut devenir pilote, il te dit qu'il veut devenir ingénieur, il te dit qu'il veut devenir savant. Il dit qu'il veut inventer un truc sophistiqué. Mais si vous posez la question aux Congolais, qu'est-ce que vous voulez devenir? Ils vont vous dire influenceur sur les réseaux sociaux. Influenceur, en réalité, c'est quoi? C'est parler de la vie des gens. Et vous avez vu comment les gens parlent de cela légèrement? Je vais vous donner des éléments. Quelqu'un dit, nga oibinga bien, nga makambo batu nde vi nanga, na lingi nde vi ya batu. Mais est-ce que vous imaginez que le monsieur ou la dame brave toutes les lois de la République? Et aujourd'hui, nous avons un droit du numérique qui est violé tous les jours. Mais il faut que quelqu'un se lève et qui dise assez. Et cette personne qui se lève pour dire assez est devant vous. On a dit, pas question, on ne peut plus continuer comme ça. Ils vont m'insulter, j'accepte. Ils vont m'attaquer, j'accepte. Mais il faut que quelqu'un paye le prix pour ça. Et je suis prêt à payer le prix. Il faut mettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Et donc, faire la sensibilisation. Après la sensibilisation, nous allons inviter le parquet. On invitera le parquet, les départements de cybercriminalité, et ainsi de suite, la sécurité nationale, pour essayer d'imaginer une politique qui va nous permettre de mettre nos enfants à l'abri. Il faut que les enfants congolais soient à l'abri de la nocivité de ce qui se passe sur Internet. Et c'est dans nos lois. Nous sommes appelés à protéger les enfants contre les effets néfastes de l'Internet. Ça peut prendre combien de temps? Bon, d'abord, il y a un problème de moyens. Il faut trouver ce moyen-là. Il faut que le gouvernement comprenne l'importance de la question. Ça ne se passe pas comme ça, cher Dan. Les réseaux sociaux ne peuvent... Si on ne prend pas en conscience que les réseaux sociaux sont un véritable problème, alors on n'a rien compris. Parce que une autre guerre, ça ne sera pas la guerre des armes comme ça.
Ça va être la guerre des réseaux sociaux. Et c'est là où on va diffuser les contenus le plus nocifs pour détruire les populations. Demain, on ne va pas s'étonner que demain, les peuples chinois dominent le monde. Parce que tout part de comment on enseigne, comment on encadre, comment on projette. Donc, en d'autres termes, hein, de façon plus simple, Président, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le CESAC n'a pas les moyens, pour le moment, n'a pas suffisamment de moyens pour réguler les réseaux sociaux? Ah ben, je vais vous dire la vérité, même la France n'a pas tous les moyens. Même les États-Unis n'ont pas tous les moyens possibles. Mais le premier moyen, c'est d'abord la volonté. Est-ce que vous vous sentez touché par cela? Dan, vous n'avez jamais été insulté sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas ce que c'est. Moi, je sais ce que ça veut dire être insulté sur les réseaux sociaux. Ça fait très mal. C'est extrêmement mal. Demandez au président Kabila, il sait ce que c'est être insulté sur les réseaux sociaux. Demandez au président Tshisekedi, il sait ce que c'est. Demandez au cardinal, il sait ce que c'est. Donc aujourd'hui au Congo, lorsque vous vous élevez tout simplement en dignité, on commence déjà à vous insulter. Vous avez vu les insultes que l'on profère à Madame la Première ministre Toulouka. Elle n'a encore posé aucun acte. Mais vous avez vu la méchanceté avec laquelle les gens parlent de ça. Mais justement parce que personne n'arrête ça. Les gens font ça parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de sanction. Si on se met à sanctionner sévèrement, vous allez voir que ces choses vont s'arrêter. On n'est pas le peuple le plus indiscipliné du monde. Non. Au contraire, le Congolais, ce n'est pas quelqu'un de têtu. Congolais, c'est quelqu'un qui veut juste écouter. Il veut juste qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Moi, je pense qu'on ne doit pas rejeter tous ces gens-là, tous ces TikTokers. Voilà pourquoi, personnellement, en tant que président du CESAC, pas l'institution, mais personnellement, je vais m'organiser à les recevoir. Je vais leur offrir un dîner avec tous ces TikTokers. Je crois que je vais formaliser l'invitation. Ce n'est pas le CESAC qui organise ce dîner, c'est moi, en tant que président, j'organise ce dîner pour les recevoir. Je vais d'abord les écouter et proposer à nos amis, à nos frères, à nos sœurs, pour leur dire, on peut faire quelque chose d'autre. Comme Delano Roosevelt disait en son temps, New Deal, on peut avoir une nouvelle approche. Voilà un peu ce que l'on va devoir faire. Merci, Président. On va avancer avec une autre thématique particulièrement. Restons dans la thématique sur la guerre dans la région des Grands Lacs. Restons au Rwanda avec le génocide. 30 ans de génocide au Rwanda. C'est déjà en pleine célébration. Comment comprenez-vous le fait que la plupart des anciens chefs d'État, des grandes puissances, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, ont été au Rwanda pour commémorer les génocides rwandais. Mais côté congolais, les gens continuent à mourir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il n'y a aucun acte, aucune décision majeure qui soit prise. Comment comprenez-vous cela, vous, en tant que citoyen congolais? Cher Dan, mettons de l'ordre dans ce que nous sommes, les autres nous respecteront. Il y a des choses qui ne se quémandent pas, comme le respect et la considération. On ne vous respectera que si vous vous respectez vous-même. Et l'on vous considérera que si vous vous considérez vous-même. Le problème, c'est que nous avons tellement vendu une mauvaise image de nous-mêmes qu'aujourd'hui, personne ne va nous respecter si nous ne commençons pas à nous respecter d'abord. Le problème, il est endogène. Il n'est pas exogène. Le problème, il est d'abord en nous-mêmes. Il y a agression. Oui, cette agression vient du fait que nous-mêmes, nous avons laissé faire les choses. Il faut qu'on reconnaisse que nous avons nous-mêmes d'abord laissé faire certaines choses. Parce que, regardez, nous sommes tombés dans le piège de la rapidité de la démocratie sans éducation au préalable. Mais ça, c'est un autre débat, on en parlera peut-être plus tard. Je voudrais juste interpeller votre sens de curiosité. Pour comprendre une chose, cher Dan. Ce n'est pas aux autres de faire votre deuil. C'est à vous de faire votre deuil. Et c'est à vous de dire de quoi votre frère ou votre soeur est morte ou est mort. C'est à vous de définir combien vous avez mal. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de justifier votre douleur. Si nous avons réellement mal, disons que nous avons mal. Comportons-nous comme des gens qui ont mal. Si réellement on est en deuil, comportons-nous comme des gens qui sont en deuil. C'est pas le cas aujourd'hui. On ne se comporte pas comme on est en deuil. Non, pas qu'aujourd'hui. Est-ce que nous avons une conscience collective? Est-ce que nous l'entretenons? D'abord, avant d'avoir une conscience collective, est-ce que nous avons une pensée collective? Est-ce que nous l'entretenons d'abord? Est-ce que nous l'avons déjà défini? Pas du tout. Une autre question fondamentale. Sommes-nous d'accord sur quoi dans ce pays? On n'est d'accord sur rien. Ailleurs, c'est le peuple qui peut ne pas être d'accord. Mais les élites s'accordent plus ou moins sur des principes. Vous avez vu en France, un monsieur a giflé Macron.
Les premières personnes à faire des réactions, ce sont les opposants, mais radicaux de Macron, qui ont dit non, on ne peut pas gifler un président. Ce qui le dit, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen ne fait pas des cadeaux à Macron. Mélenchon ne fait pas des cadeaux à Macron. Mais pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la République. Ce sont les hauts intérêts de la République. Or, les mêmes personnes à l'Assemblée nationale, mais vous allez croire qu'ils sont des ennemis, ils ne se parlent pas. Mais nous devons plus ou moins nous mettre d'accord sur au moins un fait. Nous, ici au Congo, qu'est-ce qui nous met ensemble? La Constitution nous divise. L'armée nous divise. La police nous divise. Toutes les questions de la vie nous divisent. On est d'accord sur rien. Et vous pensez que c'est la question de mort qui va nous diviser, qui va nous unir? Non. Nous devons d'abord commencer à construire une conscience collective. Et cela passe par quoi déjà? Mais justement, cela passe par une intelligence collective aussi. Il faudrait que les gens comprennent, qu'on définisse d'abord notre plus grand problème. Il est où? Notre plus grand problème, c'est de définir une pensée. Nous n'en avons pas. La pensée congolaise, il n'y en a pas. Ce qu'on appelle le beau moto. Il n'y a pas le beau moto. Notre beau moto, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous avons fait des raccourcis de la pensée. Nous avons estimé, au fond de nous, que l'apparence était plus importante que l'être. On a célébré l'apparence. On a fait le culte de l'apparence. Congolo Kwamakasi, RDC Lekibango, Bissoto à danger. On est dans ça. On est dans le concept, mais on n'est pas dans le fond du concept. Moi si, c'est Nzoto, Mobali, des poches, Moto, Faux, Zanambongo, et ainsi de suite. Au Congo, quand vous avez un véhicule, vous avez une femme blanche ou Pembe, c'est tout, c'est suffisant. Ça veut dire que ce sont les indicateurs de la réussite. Alors, si vos indicateurs de la réussite, vos indicateurs de beauté, vos indicateurs de la grandeur sont biaisés, ben vous n'irez nulle part. Donc, vous ne condamnez pas le Rwanda. Pourquoi? Non, je vais arriver. Oui. Je vais arriver. Écoutez, vous n'allez pas condamner un voleur parce qu'il vole chez vous. Sa nature, c'est de voler. Mais brimez plutôt, fâchez-vous contre la sentinelle qui doit protéger votre parcelle. Ou alors, clôturer convenablement votre parcelle, c'est tout. Lorsqu'un parent est là que pour se plaindre, non, mais faites des barrières, on ne volera plus. Là, vous n'êtes pas d'accord avec le chef de l'État qui est passé un peu partout dans le monde pour dénoncer que le Rwanda nous agresse. Je vous explique. Là, il ne devait pas le faire. Non, là, vous voyez, justement, là, vous voyez le problème dans les conséquences. Moi, je ne suis pas en train de parler des conséquences. Je parle des causes profondes de notre pays. Le chef de l'État a hérité ce système-là. Mais, depuis quand vous avez entendu le chef de l'État dire un truc et qui met d'accord les autres? Qui accompagne le chef de l'État dans sa pensée? Quand il dit, il faut aller faire ceci, qui l'écoute? Ce qui est bizarre, les opposants disent, on va faire la guerre. Le pouvoir dit, pas question, c'est pas le moment. D'accord? Mais quand le gouvernement dit qu'on va faire la guerre, l'opposition dit, non, on vous avait dit qu'il fallait faire la guerre là-bas, vous ne l'avez pas fait, ça ne marche pas. Non, mais ces jeux de ping-pong, ça ne marchera pas. Quand on est opposant, on est d'accord qu'il ne faut pas qu'on touche la Constitution. Quand on est au pouvoir, il faut qu'on change la Constitution. Mais après, c'est compliqué parce que vous comprenez que le problème, c'est dans l'homme. Donc, j'étais en train de dire ceci. Quand on a compris la présentation de cette façon-là, maintenant, on revient dans notre problème interne. Nous, c'est à nous de construire notre narratif. C'est à nous de construire notre génocide. C'est à nous de le construire. Si eux, avec moins d'1 million, ils ont alerté tout le monde. Et nous avons aujourd'hui près de 10 millions de morts. Comment nous n'arrivons pas à vendre cela? Comment nous n'arrivons pas à présenter cela? Parce qu'il ne s'agit même pas de vendre. Il s'agit de présenter ça au monde. Commençons d'abord par mettre en place une commission de reconnaissance, d'enquête, et ainsi de suite. Commençons d'abord par là. Si nous mettons cette commission en place, encore qu'il faut que les autres l'acceptent. Parce que le chef de l'État l'avait déjà fait, je pense en 2019, quand il entre, il pense qu'il faut mettre une commission en place. Cette commission devrait finalement réunir les scientifiques, les gens de la société civile, quelques politiciens aussi, pour voir un peu comment nous sommes arrivés là, et puis voilà, et puis construire un discours sur le génocide. Il fallait le faire. Mais qui l'a accompagné? Les gens ont raconté, mais personne. Les gens ont dit non, oui. Vous avez... Et on cherche des faux fouillants. Le problème, c'est celui-là. Mais au Rwanda, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que vous avez un dictateur qui impose à tout le monde sa volonté. D'accord. Mais ici, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut construire dans la discussion. Il faut construire dans le palabre. Il faut se mettre ensemble pour discuter. Mais il y a beaucoup d'éléments, cher Dan. On peut aujourd'hui créer un forum national sur l'identité nationale. On peut commencer d'abord par là. On peut faire un forum national sur la conscience collective. On peut faire un forum national sur la reconnaissance de nos morts. Nous pouvons le faire. Et c'est possible de le faire. Et une fois qu'on s'y met dedans, ça peut prendre 2-3 ans. Et puis le processus que l'on puisse vous reconnaître, ça prend du temps.
Mais c'est comment vous construisez ça? Par les documentaires, par des conférences, par des porte-voix. Mais est-ce que nous avons cette politique-là? Est-ce que réellement nous voulons ça? C'est tout le problème. Là, c'est Donc, tout le problème. oui, mais maintenant, pour terminer, Oui. les États, l'Europe, les Occidentaux, Oui. mais ils veulent se faire une bonne conscience, c'est tout simplement. Ils veulent se faire une bonne conscience, tout simplement. Ils viennent au Rwanda et tout ça, et ils le font. Mais il faudrait rappeler une chose. Face à leurs responsabilités. Cher Dan, une forêt qui tombe fait beaucoup de bruit. Une forêt qui pousse ne fait pas beaucoup de bruit. Attention, lorsque vous invitez tous ces gens chez vous, ne pensez pas que c'est juste pour vous. C'est un avantage pour vous. Ah non. Ça C'est un peut, désavantage. ben, ça peut signifier aussi la fin d'un début ou les débuts d'une fin. Mais Paul Kagame, un peu adulé partout en Afrique, hein, on va le dire. Francis Ngannou, Ousmane Sonko, et même un peu partout ailleurs. Il est, on le considère comme étant un bon dirigeant. Lorsque Pour vous, est-ce que c'est une mauvaise perception de cela? Alors, je vais vous dire un élément. Moi, je suis chrétien, profondément chrétien et pratiquant. Christ dit à ses disciples, insensés, vous qui lavez la coupe de l'extérieur. C'est des tombeaux blanchis. À l'intérieur, c'est de la pourriture, mais à l'extérieur, c'est du cosmétique. Il y a eu plusieurs rapports qui ont démontré que les chiffres avancés par le Rwanda sur son développement, sur sa croissance, étaient faux. Ce n'est pas un journal congolais pour dire que c'était totalement faux. Alors, M. Ngannou, c'est vrai, je comprends, il est jeune et il n'a jamais vécu ce que Kagame fait faire aux autres. Il ne connaît pas celui-là. Mais au lieu de venir au Congo pour qu'il comprenne ce qui se passe, il peut lire le livre d'Onana, c'est son concitoyen. Onana a écrit un livre sur le Rwanda. Mais même alors, parlons-en, le livre d'Onana, il est ici au Congo. Est-ce que vous l'avez déjà entendu dans une conférence par les politiques congolais? On n'est pas prêt, ça ne nous préoccupe pas beaucoup. Alors que c'est un Camerounais qui écrit un livre sur ce qui vous arrive, au lieu de faire de ce livre l'un des articles, ou même un point sur le chapelet de tout ce que vous avez comme programme, on n'en parle pas souvent. Donc voilà, donc je disais que avec Ngannou, il n'a qu'à lire pour comprendre. Ngannou ne comprend pas. Il raconte ce qu'il voit à la télévision. Je ne pense même pas qu'il est déjà allé là-bas. Et surtout quand on veut visiter un pays, il vaut mieux pas avoir un guide qui soit un guide militaire ou un guide des services. Il faut aller vérifier pour voir vous-même comment les gens souffrent là-bas, comment les gens sont dans des conditions extrêmement difficiles. Mais qu'on n'en parle pas. Mais Ousmane Sonko qui vient à peine de prendre le pouvoir avec le jeune président Faye, Diomaye Faye. C'est quand même contradictoire. C'est quand même contradictoire. Je crois que c'est dans les cadres des erreurs que l'on peut mettre dans la vie de quelqu'un, des erreurs d'appréciation. Parce que Sonko ne peut pas critiquer la politique de la France, la politique de donner des injonctions en Afrique et applaudir en même temps Kagame qui sème le désordre et la désolation à l'est de la République. C'est contradictoire. Comment il veut l'indépendance de son pays, le Sénégal et l'Afrique, s'il ne sait pas condamner les ingérences des autres pays africains sur les autres pays africains? Ousmane Sonko devrait tout simplement avoir le courage de dire assez, c'est pas possible. Et je comprends pas, le Sénégal c'est quand même un bon élève en termes de démocratie. Je comprends pas comment un démocrate loue les œuvres d'un dictateur. C'est totalement inimaginable, moi. Je comprends pas. Je peux pas comprendre qu'une antilope salue les hauts faits d'un lion. Je comprends pas. Vous comprenez pas, mais donc c'est totalement. Moi personnellement, ça me dépasse. Ça me dépasse de dire ça. Parce que quand on dit on est manager, non, parce qu'on loue ses capacités managériales. Non, mais c'est très facile quand vous dites oui et que tout le monde dit oui. Il est plus facile. Et le Rwanda, premier producteur mondial de coltan. Cher Dan, il est plus facile de vaincre que de convaincre. Moi, je respecte ceux qui arrivent à convaincre les gens, pas ceux qui arrivent à vaincre les gens. Parce que vaincre, vous utilisez la force physique. Vaincre, c'est la force physique. Mais convaincre, c'est vous arrivez avec les arguments et vous convainquez les autres. Mais malheureusement, M. Kagame a choisi les raccourcis. Et donc, c'est ce qu'il dit. Il est le roi soleil. Ce qu'il dit, c'est ce qui va être fait. Donc, M. Sonko, qui est génétiquement démocrate, il est né dans la démocratie, il milite pour la démocratie, il ne pouvait pas louer les œuvres d'un dictateur. C'est totalement contradictoire, même inimaginable. Totalement contradictoire, inimaginable. Est-ce qu'un média congolais peut relayer
le génocide au Rwanda. Quel est l'avis du CESAC à ce sujet? Est-ce que vous allez interdire ou vous allez permettre cela? Bon, le CESAC n'a pas encore réagi sur la question, mais personnellement, en tant que citoyen, et surtout ancien patron des médias, je n'autoriserai pas à mon média de diffuser le génocide rwandais. Ça, personnellement. Mais ce n'est pas l'avis du CESAC. Le CESAC ne s'est pas encore prononcé sur la question. Mais personnellement, pourquoi? Pour le respect à nos morts, à nous. Nous ne pouvons pas. C'est pas possible, cher Dan. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà, je veux vous donner un exemple simple, une sorte de métaphore. Comment voulez-vous que moi, si Azemi, comme on dit en lingala, vous comprenez lingala? Oui, je comprends. Moi, si Azemi, à comme mon lingala Azemi, je dois d'abord me préoccuper de mes problèmes à moi. Je n'ai pas le temps de parler du génocide rwandais. J'ai le temps de parler de notre génocide à nous qui est 10 fois plus important, 10 fois plus désastreux, 10 fois plus dangereux, 10 fois plus lourd historiquement par rapport à ce qui se passe au Rwanda. Donc moi, en tant que mon média, je ne permettrai pas cela. Ça va changer quoi, étant donné que les Congolais suivent Canal+, et les médias français, France 24, RFI, TV5 qui diffusent en boucle des éditions spéciales. Ça changerait quoi en réalité? Non, nous, on ne va pas quand même aller jusqu'à demander à tous les médias de ne pas diffuser le génocide rwandais. Non, ce n'est pas en diffusant le génocide rwandais que le nôtre sera honoré. Non, seulement que nous disons, moi je dis pour être en accord avec moi-même, avec ma propre conscience, je ne peux pas le faire. Mais maintenant pour les autres médias, je n'encouragerai pas les médias à diffuser cela, je n'encouragerai pas. Par contre, je pourrais encourager les médias à questionner, à faire des investigations. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas avancer plus, mais en tout cas, à essayer de fouiller, de voir comment on peut orienter la question. Voilà, il ne faudrait pas que l'on soit... il ne faut pas que l'on tombe dans... à la limite de la rwandophobie, mais il ne faut pas non plus que l'on banalise ce qui est fait de mal. Donc je crois qu'il faut qu'on reste dans une certaine critique. On essaie de rester logique dans notre manière de critiquer les choses. Voilà, je pense le Rwanda, il peut faire ce qu'ils font, mais nous pouvons faire ce que nous faisons. Exactement. Le jour de la commémoration, il y a un journaliste belge de RTBF qui disait que le président congolais était sur place, une fausse information, démentie un peu plus tard, plus de 6 heures plus tard. Votre réaction par rapport à ça? Bon, c'était une maladresse, excusez-moi de le dire, qui n'avait pas besoin d'être. Pourquoi? Parce qu'un média, on ne suppute pas sur l'agenda d'un président. On ne suppute pas. En tant que média occidental ou tout ça, entre guillemets, professionnels, ils auraient pu appeler la présidence, les services de communication de la présidence pour demander si le chef de l'État va se rendre à Kigali, faire les déplacements de Kigali. Ça n'appartenait pas à eux de supputer pour revenir plus tard. Non. Je crois que c'était une bourde qu'il faut, même si professionnellement ils se sont corrigés, ils sont revenus pour dire que c'était une fausse information, mais elle ne devait pas avoir lieu. Moi, la conséquence déjà, cette fausse information. L'opinion, c'est la déformation de l'opinion. Longtemps. Oui, c'est la déformation de l'opinion. Et ça a créé un buzz inutile, c'est un préjudice qui n'est pas toujours réparé. Et je crois que dans l'avenir, il faut que ces médias nous évitent excusez-moi de le dire, ces théâtres, parce que là, c'est finalement un théâtre des mauvais goûts et qui passe à 2 heures. Entre-temps, il y a une rumeur qui a commencé à circuler sur la présence du président sur place et aussi où il se trouverait. Les réseaux sociaux ont un peu été enflammés ce soir-là pour poser la question, les gens posaient la question de savoir où se trouvait le président de la République. Est-ce que c'est le droit? Ce n'est pas le droit du Congolais de savoir où se trouve son chef de l'État. Bien sûr, c'est le droit le plus légitime de savoir où se trouve son chef. Revenons sur une sorte de métaphore de la maison. Oui. Papa est sorti, on ne sait pas où est parti papa, on doit poser des questions, c'est normal. Mais il faut poser la bonne question, il ne faut pas aller dans la rue dire papa est où, papa est où. Non, ce n'est pas la rue qui connaît votre père. Donc il faut revenir poser la question à maman. Maman, papa est où? Maman vous dira certainement papa est parti, voilà, et tout ça. Et papa n'est pas tenu de dire aux enfants
où il va à tout moment. Il peut dire que voilà, je fais un saut, je sors, je fais un tour, je reviens, ainsi de suite. Tous les voyages du président de la République ne sont pas des voyages à dévoiler. Tous les voyages du chef d'État, tous les déplacements d'un président ne sont pas des déplacements forcément à signaler endroit, lieu qu'il va recevoir. Mais c'est dans le devoir de la population. Je ne crois même pas le devoir, le droit de la population de connaître où est parti son président. Donc le problème n'est pas plutôt à ce niveau. Mais qu'est-ce que le chef de l'État allait faire au Rwanda? Il allait faire quoi là-bas? Rien du tout. Rien ne va l'intéresser là-bas. Rien ne va l'intéresser. On va finir, président, avec la formation du gouvernement, la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ça traîne. Le chef va prêter serment le 20 janvier. Nous sommes le 12 avril. Un peu presque 2 mois après. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Selon vous, c'est dû à quoi? La Constitution qui bloque ou c'est les ambitions qui ne sont pas bien gérées? Alors, c'est vrai que sur régulateur, ça ne m'appartient pas de donner un point de vue sur la question. Je pourrais tenter de répondre sans forcément donner mon point de vue politique sur la question. En tant que scientifique, il faut comprendre le problème dans tous les contextes. Le problème d'abord ici, c'est qu'il est constitutionnel. Le gouvernement est investi par un bureau définitif. Et le bureau définitif n'est pas encore installé. Donc, il faut d'abord commencer par installer le bureau définitif. Et pour installer le bureau définitif, il faut organiser les élections au niveau de l'Assemblée nationale. Organiser les bureaux, les élections au niveau de l'Assemblée nationale, ça veut dire désigner des candidats. Il faut que les partis alignent leurs candidats. Et c'est là qu'intervient la question de la gestion des ambitions. Alors, tout ça, ça peut faire retarder les choses. Mais nommer un gouvernement ou former un gouvernement est une chose. L'investir en est une autre. Donc on peut former un gouvernement aujourd'hui, mais il ne pourra être investi qu'après le bureau. Donc il y a tout ça comme petit... Comment régler ça à l'avenir rapidement pour qu'on ait un gouvernement? Comme on l'a vu au Sénégal, aussitôt investi, aussitôt un Premier ministre connu, le gouvernement est là déjà. Oui, c'est pas nous avec le Sénégal, nous sommes différents. Le Sénégal, c'est un système beaucoup plus présidentiel. Ils sont le pouvoir du président est beaucoup plus grand, il a une concentration importante et les calculs étaient très simples. C'était le PASTEF, donc ce n'est pas une plateforme politique, c'est un parti et c'est différent de l'Union sacrée qui est une plateforme avec tout ce qu'il y a comme toutes les complexités possibles. Mais tout ça ne justifie pas cela. Seulement, nous disons que, en fait, peut proposer en tant que scientifique que dans l'avenir, qu'on essaye de revoir notre constitution. Moi, je l'ai toujours dit qu'il faut que l'on arrive à changer la constitution, pas à modifier, à changer la constitution. Mais en termes de nombre de membres du gouvernement, 25 au Sénégal, aujourd'hui, chez nous, actuellement, c'est plus de 50. Bon, si est-ce que nous devons c'est possible que nous réduisions la taille du gouvernement? Si nous allons dans ces calculs-là, donc on aura raison d'avoir un gouvernement un peu plus numériquement supérieur à celui du Sénégal, parce que le Sénégal, c'est comme une population, c'est un tout petit pays, voilà. Et tout ça, le Congo, c'est un très grand pays avec pratiquement près de 100 millions d'habitants. Donc, si on va dans cette logique, on aura plus de ministres. Mais là n'est pas le problème. Avoir 25, avoir 30, avoir 10, avoir 15, le problème, c'est l'efficacité d'un gouvernement. Le nombre importe peu. C'est important, oui, peut-être pour le besoin de la cause, mais il est important d'avoir un gouvernement efficace. Et pour avoir un gouvernement efficace, il faut se baser sur un indicateur important, c'est le casting. Il faut faire un très bon casting. Le très bon casting, ça viendra d'où? Comme dans le système politique dans lequel on évolue, un système de concertation à gauche et à droite, il faudrait que les partis politiques envoient d'abord eux-mêmes des personnalités ou des personnes qui sont plus ou moins crédibles et qui ont la compétence. Et la compétence, ça veut dire des connaissances que l'on peut mettre en pratique et pour avoir un résultat. Donc si on arrive à ça, ça peut déjà être une très bonne chose. Et puis, probablement, parce que là, quand on vous parlait de la taille du gouvernement, nous, notre taille, c'est en fonction de la subdivision, si je dois le dire, des portefeuilles. Voyez-vous, donc au Sénégal, vous avez un seul ministère de l'éducation, mais si ici vous avez éducation, EPST, est-ce qu'il ne faut pas fusionner tout ça. Bon, je pense qu'il faut repenser la politique congolaise dans son ensemble. Nous devons repenser. Nous devons éviter, je l'ai entendu même chez le cardinal qui parlait du gâteau national. Mais justement, c'est ça le problème en fait. C'est ça qui crée la boulimie. L'image que nous avons du pays, l'image que nous avons de notre pays, c'est un gâteau qu'il faudrait partager et tout. On ne voit pas le pays comme une charge. On ne voit pas le pays comme un travail. On ne voit pas le pays comme un défi.
Nous n'avons pas été programmés à gérer. Nous, on a été programmés à bénéficier. Ça veut dire que nous voulons bénéficier de ces choses. Quelle est ma part? Quelle est ma part? Non, on ne pose pas la question de qu'est-ce que moi, quelle est ma responsabilité? Vous voyez? Donc aujourd'hui, quand vous êtes nommé ministre, vous fêtez. C'est un grand honneur pour vous, parce que vous regardez tous les avantages qu'il y a. Mais on ne regarde pas vraiment la responsabilité qui nous revient, la charge qui nous revient. Au Congo, le jour où chaque dirigeant aura sur ses seules épaules la destinée du pays, les choses vont changer. Quand on dormira avec l'idée que si ça échoue, c'est à cause de moi, les gens feront moins de bêtises. Mais comme on estime, on veut, au Congo, nous voulons être responsables de tout. Disons, nous voulons être souverains de tout, mais responsables de rien. Donc, quand ça va, c'est moi. Quand ça ne va pas, oh non, mais c'est pas moi. Eh bien, c'est ça notre plus grand problème. Donc, c'est un peu comme Sartre disait, l'enfer, c'est toujours les autres. Donc, je crois qu'il faut que l'on arrive à construire notre pays, que ce soit sur le plan philosophique, que ce soit sur le plan idéologique, que ce soit sur le plan, je vais dire, identitaire. Nous devons arriver à le faire. Donc, mais aussi, peut-être pour vous provoquer un peu, cher Dan, mais c'est aussi ça le rôle du CESAC. Nous sommes l'organe, c'est vrai, nous sommes une institution d'appui à la démocratie, mais dans la pratique, c'est nous qui pouvons créer la conscience, la conscience collective. En mettant en garde contre les journalistes, non, au risque de subir la peine de mort. Non, pas ça, mais plutôt en responsabilisant les journalistes. Cher Dan, les médias élèvent un État, le média affaisse un État. Aujourd'hui, permettez-moi, donnez-moi 2 minutes, cher Dan. Oui. Regardez, aujourd'hui, quand vous rencontrez un Américain, vous savez directement qu'il est plus fort que vous, il est plus intelligent que vous, il a plus d'argent que vous, puisqu'il vient d'un pays plus fort que vous. Mais aux États-Unis, le taux de mortalité suite au stress, suite aux problèmes de dépression est quand même très élevé. D'accord? Mais ce n'est pas ce qu'il vous montre. Aux États-Unis, le taux de criminalité, excusez-moi de vous le dire, est plus important qu'ici au Congo. Mais la manière dont on vous vend l'Amérique, on vous vend une Amérique qui n'a pas de tâches. On vous vend une Amérique supérieure, forte. Est-ce que vous savez que l'Amérique a plus perdu de guerres que ne les a gagnées? Mais on vous a créé un Rambo qui gagne. On vous a créé un commando qui gagne. C'est quoi? C'est la pensée qu'ils ont créée à travers les médias, à travers leur cinéma, à travers leurs idées. Ils vous ont vendu cela. Aujourd'hui, quand vous rencontrez un Chinois, vous dites tout de suite que oh, Arobetanga, qui aille? Tout ça, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous vous dites, ce monsieur est un judoka, si pas un karatéka. Mais en tout cas, c'est un expert des arts martiaux. Pourquoi? Parce que leurs films, leur industrie cinématographique ne devait parler que de cela. Il fallait montrer aux gens du monde entier que la Chine pouvait tout manquer, mais pas les arts martiaux. Et aujourd'hui, la Chine, c'est une puissance. Si vous regardez les films indiens et tous les autres, c'est comme ça. La force d'un pays, c'est dans sa culture. Oui. Platon disait, quand je vais dans un État, je me regarde sa culture. C'est la culture d'un pays qui donne la force à un État. Et c'est aussi ça le CESAC. Donc le CESAC, c'est aussi faire la promotion de notre culture. C'est dans le même ordre d'idées que nous avons pris des mesures drastiques, comme par exemple éviter les films comment on appelle ça? Non, homosexuels oui. Et tout ça, c'est dans la même logique que nous avons pris des mesures drastiques sur des questions comme ça. C'est ça le but, en fait. Nous devons construire une conscience et permettre à ce que le média soit salubre. Les gens, je termine par là, ne devraient pas nous prendre pour des ennemis de la presse. S'il y a un organe qui protège la presse, c'est le CESAC. C'est pourquoi moi personnellement, en tant que président, j'invite encore les journalistes à un dîner. Je vais fixer la date. Pourquoi vous n'invitez pas ceux des corporations qui disent que vous muselez la presse? Mais si, je les invite tous. C'est tous les journalistes que je vais inviter. Je vais d'abord inviter le président de l'UNPC, les 2 présidents de l'UNPC. Et même monsieur Alain Koy qui est au CESAC. Oui, lui, il a aussi signé cette... Il est membre du CESAC. Bon, là, c'est un problème interne, on en parlera à l'interne. Donc, nous allons inviter tous ces gens, tous ces journalistes, pour qu'on discute. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se regarde comme des chiens de faïence. Il faut qu'on se mette ensemble, on se dit, bon, écoutez, voilà la direction que l'on va prendre. Et je compte sur vous, vous allez être là, on sera là, on parlera, on discutera, et voilà, ce sera le problème. Merci beaucoup, monsieur Christian Bossémé, président du CESAC. En tout cas, on va donc mettre fin à cette émission.
On espère qu'on vous aura peut-être compris ou peut-être pas, on ne sait pas. C'est à ceux qui vont nous suivre de pouvoir tirer les conclusions. Mais nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission est complètement terminée. On se retrouve prochainement avec un autre invité. Au revoir.